Et nous recevons ce matin Charles Rodwell. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous en studio, député Ensemble pour la République des Yvelines. Alors parlons de cette projection vendredi qui a été annulée à Noisy-le-Sec. Le film de Greta Gerwig, Barbie, devait être projeté dans cette ville de Seine-Saint-Denis. Mais après, je cite, des menaces fallacieuses, obscurantistes et fondamentalistes, selon le maire, eh bien, le film n'a pas été projeté. Alors, 10 ans après Charlie, on en est là. Charles Rodwell, est-ce qu'on a cédé vendredi en refusant de projeter ce film ? Vendredi, en refusant de projeter ce film, ceux qui sont responsables de cette projection ont effectivement cédé. Et je ne crois pas qu'ils aient tiré les leçons de ce qui est arrivé, effectivement, comme vous le mentionnez, à Charlie, de la menace qui est aujourd'hui prégnante et je dirais vitale pour notre pays, qui est celui de l'entrisme, un radicalisme religieux islamiste qui aujourd'hui remet profondément en cause, je dirais même les fondements d'une partie de notre culture, et les mêmes qui se glorifiaient d'une société, je dirais, multiculturaliste et de la défense de certaines minorités, aujourd'hui sont bien silencieux face au refus de projeter ce film. Je ne peux que le regretter, et ce qui doit renforcer tout simplement notre combat absolument vital contre ce type d'entrisme. Alors vous parlez d'entrisme, vous parlez de radicalité islamiste, pourtant le maire communiste de Noisy-le-Sec n'a pas employé ces mots, hein. Il parle d'obscurantisme, d'arguments fallacieux, il parle de fondamentalisme. Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. C'est l'épisode 1 999 000 de voir la gauche céder à l'entrisme islamiste et religieux. Ils refusent de le nommer, ils refusent de le combattre, et je le regrette. Ce n'est pas notre cas, et je peux vous dire que ça nous donne 3 fois plus d'énergie pour combattre cette menace vitale qui est une menace vitale pour la société française. Et je citerai là l'étude et l'enquête qu'a menée la ministre Aurore Bergé sur cette question, qui s'est saisie de ce dossier en plein milieu de l'été, c'est normal. Et je m'en félicite, et je suis en plein soutien de son action sur cette question. On ne peut plus diffuser les films en France. Il y a quelques semaines, on parlait de ce documentaire sur Charlie Hebdo qui retraçait la tuerie dont ont été victimes les journalistes il y a 10 ans. Un documentaire qui n'avait pas été projeté pour des raisons politiques. C'était l'argument, en tout cas, qui avait été mis en avant par l'association qui organise cette projection. On ne peut pas dire que Barbie, ce soit un film de propagande ou politique. Mais même refuser de diffuser un documentaire politique sur Charlie Hebdo illustre l'état de nos reculs face à ce type de menaces sur le territoire français. Moi, j'ai toujours considéré que la question plus globale de l'insécurité culturelle auquel sont soumis des millions de Français aujourd'hui dans notre pays a été un combat qui a été abandonné par les forces républicaines et modérées de notre nation. C'est un combat que nous avons laissé à l'extrême gauche et à l'extrême droite depuis maintenant trop longtemps. C'est un combat sur lequel Laurent Bouvet, parmi tant d'autres, nous avait alerté il y a 15 ans en nous disant que les forces républicaines de ce pays ne pouvaient pas abandonner ce combat. C'est ce que nous avons fait depuis maintenant trop longtemps, et c'est la raison pour laquelle, moi, parmi d'autres, je souhaite et je porte le fait que l'identité française, l'identité nationale, notre identité nationale, doit redevenir le cœur de notre projet politique chez Renaissance, et plus globalement dans les forces républicaines et modérées de cet hémicycle, pour faire de la lutte contre l'extrémisme religieux et la défense de notre identité nationale un enjeu absolument fondamental au cœur de notre projet politique, parce que je considère que c'est un combat vital pour notre pays. Alors oui, vous exhortez justement à préserver cette sécurité culturelle des Français qui serait menacée par la mondialisation, l'ultralibéralisme, l'immigration, le fondamentalisme, les idéologies woke et totalitaires politiques. La seule issue à cette dislocation, on va dire, c'est quoi ? C'est l'affrontement des nationalistes et des communautaristes de chaque côté ? Moi, ma conviction, c'est que cette insécurité culturelle, elle nourrit le projet politique de l'extrême gauche et de l'extrême droite, qui partagent un point commun, c'est qu'ils souhaitent un combat identitaire au sein de notre pays, au sein de notre nation. Vous avez globalement l'extrême droite qui appelle à lutter contre le grand remplacement, à défendre cette France éternelle contre une immigration de masse. Et vous avez cette extrême gauche qui vous dit qu'il faut au contraire une immigration de masse pour créoliser la France. À chaque fois, j'utilise les termes de ses propres partis. Je pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est de défendre une vision universaliste. C'est défendre une vision où chaque Français
peut se sentir en sécurité physique et en sécurité culturelle dans son propre pays, avec la défense de sa culture, de ses traditions, dans une vision universaliste où nous ne considérons pas la religion, la couleur de peau, l'origine sociale ou ethnique de chaque Français, mais nous considérons chaque Français sous l'angle du respect tout simplement des lois de la République et de la cohésion de notre société. Et je crois que c'est cette vision qui est la seule qui peut nous permettre de faire bloc, de faire nation dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle parmi d'autres députés à faire du combat culturel et de l'identité le cœur de notre projet politique pour les années qui viennent. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir pu présenter il y a maintenant quelques semaines ces premières propositions sur Europe 1 et sur CNews. Et je vous remercie de m'avoir invité à cette époque-là. Allez, parlons des relations qui sont tendues, en particulier avec l'Algérie, aujourd'hui en France, des relations qui n'ont cessé de se tendre tout au long de l'été. Et finalement, Emmanuel Macron s'est rangé derrière l'avis du ministre de l'Intérieur pour avoir une politique de fermeté vis-à-vis du régime d'Alger. Est-ce que le président de la République a péché par naïveté en pensant un temps pouvoir avoir une politique souple vis-à-vis de l'Algérie? Je crois tout l'inverse. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu, je dirais, le courage de tout essayer, je dirais, avec l'Algérie, de dialoguer, dans un respect diplomatique mutuel avec ce grand peuple qu'est le peuple algérien. Le régime qui aujourd'hui soumet ce peuple n'a rien voulu entendre, a voulu tenter de jouer l'affrontement absolument irrespectueux vis-à-vis de la France. Et donc je considère que aujourd'hui le rapport de force qu'a mis en œuvre le président de la République en dénonçant notamment les accords de 2013 que nous avons avec le régime algérien est la bonne voie. Je considère parmi d'autres qu'il est temps d'aller plus loin, que nous sommes arrivés au point où il est désormais nécessaire et louable de dénoncer les accords de 1968 qui aujourd'hui régissent et qui encadrent les relations entre la France et l'Algérie. En septembre prochain, je rendrai un rapport avec mon collègue Mathieu Lefebvre sur le coût pour les finances publiques des accords les finances publiques françaises des accords franco-algériens de 68. Ces coûts sont mirobolants. Ils se comptent en milliards d'euros chaque année pour la sécurité sociale française, pour les dépenses publiques françaises. Il est donc temps, pour des raisons de sécurité, pour des raisons diplomatiques et pour des raisons liées à nos finances publiques, de dénoncer et de mettre fin aux accords de 1968 entre la France et l'Algérie. Pourquoi Emmanuel Macron semble hésiter et prend le temps avant de mettre toutes ses cartes sur la table? Vous savez, Emmanuel Macron, c'est un président de la République qui, je crois, au niveau diplomatique, a beaucoup de courage et beaucoup de lucidité. Il a toujours voulu privilégier la voie du dialogue. Souvenons-nous, juste avant la déclaration et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron est le seul chef d'État qui a tout fait pour essayer de préserver la paix. Il s'est d'ailleurs bien fait moquer, notamment par nos adversaires du Rassemblement national. Il aurait peut-être fallu suivre la voie qui a été la sienne, de tout tenter, de trouver un processus de paix. Je crois que cet exemple, sur un tout autre champ diplomatique, est la méthode, là aussi, qu'il a voulu appliquer vis-à-vis de l'Algérie. Je me répète, le peuple algérien est un grand peuple qui a une histoire difficile, qui aujourd'hui, à mon avis, est soumis à une dictature autoritaire et népotique absolument navrante, qui soumet un peuple dans une dictature absolument délirante, qui fait de l'attaque contre la France une rente mémorielle qui ne le mènera nulle part. Et Emmanuel Macron a toujours voulu entretenir un dialogue avec ce grand peuple, mais le régime algérien, qui est à la tête de ce pays aujourd'hui, n'a rien voulu entendre. Et c'est la raison pour laquelle il a raison aujourd'hui de rentrer dans un rapport de force lucide, mais absolument fondamental. Bon alors, vous parlez du dialogue diplomatique, j'aimerais vous parler du dialogue parlementaire, qui va être compliqué à la rentrée, puisqu'il va falloir passer le col des 44 milliards d'euros voulus par le Premier ministre François Bayrou. Le Premier ministre qui n'a pas pris de vacances cet été et qui a annoncé toute une série de mesures, parmi laquelle l'une des plus contestées, c'est ces 2 jours fériés supprimés pour les Français, 2 jours fériés supprimés où les Français devraient travailler, mais ne gagneraient rien. Est-ce que le Premier ministre ne risque pas de dégoûter les Français du travail ? C'est une question fondamentale que vous posez, c'est le rapport des Français au travail. Moi, quand j'ai écouté François Bayrou, j'ai été séduit par son discours lorsqu'il nous a expliqué que chacun et tous devaient faire un effort. C'est les mots qu'il a employés.
Et s'il demande aux Français qui travaillent de faire un effort qui est extrêmement conséquent, celui que vous soulignez, il me semblerait judicieux qu'en parallèle, les retraités les plus aisés, non pas tous les retraités, je ne parle pas des retraités les plus modestes, mais des retraités les plus aisés, fassent eux aussi un effort pour nos finances publiques, et notamment pour notre dépense sociale. Je sais que ce sont des propos qui ne sont pas électoralement porteurs, mais qui me semblent, à mon avis, judicieux et nécessaires pour rétablir les finances publiques de notre pays. Et donc je considère que si nous demandons aux Français qui travaillent de travailler plus, notamment à travers la mesure que vous citez, il me semblerait judicieux de demander aux retraités les plus aisés, et uniquement aux retraités les plus aisés, de faire un effort, notamment par la désindexation, à mon avis, des retraites les plus aisées de l'inflation, afin que cet effort de rétablir les finances publiques soit partagé par tous. C'est une mesure qui serait probablement impopulaire, mais qui serait, à mon avis, fondamentale pour rétablir nos comptes publics. Bon, visiblement, baisser les pensions de retraite, ce n'est pas encore dans le plan de François Bayrou. C'est l'une des contradictions, pardonnez-moi, de la droite républicaine, un parti auquel j'ai depuis très longtemps, j'ai été membre de ce parti pendant très longtemps avant de rejoindre Emmanuel Macron. Je me souviens du débat sur la réforme des retraites, une réforme que portait la droite républicaine depuis 40 ans, qui a refusé dans la dernière ligne droite de nous soutenir il y a maintenant 1 an et demi. Nous sommes aujourd'hui en coalition avec ce parti et je considère que ce parti qui a toujours prôné le rétablissement des comptes publics devrait nous soutenir sur la désindexation des retraites les plus aisées. Cela me semblerait une mesure judicieuse pour nos comptes publics et judicieuse d'un point de vue démocratique. Ça va être difficile de trouver des soutiens et d'ailleurs François Bayrou visiblement n'a pas peur de l'impopularité. Est-ce que le Premier ministre nous fait finalement perdre notre temps? On a l'impression qu'il est dans une démarche sacrificielle sur l'autel des économies, comme s'il cherchait à partir en fait de lui-même. Moi, je vais être franc avec vous, je ne connais pas François Bayrou personnellement. Il y a une chose que je lui reconnais, c'est que les marottes qui sont les siennes et les obsessions qui sont les siennes sont les mêmes depuis 40 ans. C'est-à-dire que François Bayrou qui parle de la dette, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est le sujet dont il parle depuis 40 ans. François Bayrou qui parle de la proportionnelle, moi je suis contre la proportionnelle. Mais François Bayrou qui parle de la proportionnelle depuis 40 ans, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est le sujet qui porte depuis 40 ans. François Bayrou qui fait des propositions fondamentales pour réformer l'éducation nationale, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est le sujet qui l'obsède depuis 40 ans. Donc voir François Bayrou aujourd'hui faire de la dette publique un enjeu absolument vital pour notre nation, et non seulement logique par rapport au combat qu'il porte depuis 40 ans, mais à mon avis, c'est un combat vital pour notre nation. Il a mon plein soutien sur cette question. Il a votre soutien, on l'entend ce matin sur Europe 1. Je voudrais terminer, Charles Rodwell, avec ces fortes températures que la France connaît depuis 7 jours. Désormais, on se rapproche peut-être d'un record historique, celui de 2003, avec une canicule qui avait duré plus d'une semaine, qui s'était abattue sur la France. À chaque fois, chaque nouvel épisode, on a l'impression que la France est prise de court, comme si on était démunis face aux canicules. Pourquoi on a l'impression qu'on ne fait rien pour lutter contre les canicules, qu'on n'est pas assez préparé en termes de rénovation, en termes d'adaptation de nos infrastructures? Moi, je pense tout au contraire que la direction que nous avons prise depuis maintenant 8 ans est la bonne. C'est-à-dire que quand on investit des dizaines de milliards d'euros chaque année pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an, ça veut bien dire qu'on est dans la bonne direction. Aujourd'hui, vous avez 2 projets politiques qui s'affrontent. Le nôtre, qui consiste à décarboner notre économie, où la France doit faire sa part du travail, même si elle n'est évidemment pas la seule nation au monde, pour lutter contre le changement climatique et le réchauffement climatique. C'est l'option que nous avons choisie. Vous avez l'option du Rassemblement national qui était présent aux premières loges de l'investiture de Donald Trump en janvier dernier, qui annonçait en grande pompe sa sortie des accords de Paris et qui annonçait en grande pompe Baby Drill, 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 Baby Drill, sous les applaudissements de Sarah Knafo et de Louis Alliot du Rassemblement national, qui refuse désormais de lutter contre le changement et le réchauffement climatique. Je ne vous cache pas que je suis très inquiet de voir la tournure des événements actuels, mais les Français peuvent compter sur nous pour continuer d'investir des milliards d'euros pour lutter contre le changement climatique. Il n'y a pas eu de renoncement sur la politique écologique d'Emmanuel Macron en 8 ans? Je ne crois pas. Citez-moi une mesure sur laquelle nous sommes revenus. La consultation citoyenne qui avait proposé notamment la taxation des kérosènes sur les carburants des avions, qui n'a jamais été mise en place alors que ça avait été proposé. Et toutes les autres mesures de cette consultation citoyenne. Qui a été mise en œuvre lors du dernier budget, c'est bien la taxation sur les billets d'avion pour financer la taxation solidaire, effectivement. Vous avez d'ailleurs donné voix, et c'est à juste titre, au patron de Ryanair. Effectivement. Vous ne pouvez pas à la fois nous reprocher de taxer les billets d'avion
et en même temps nous expliquer qu'on ne taxe pas les billets d'avion pour lutter contre le changement climatique. Pas de taxe de solidarité sur les billets d'avion. En l'occurrence, cette taxation a permis de financer des projets de décarbonation sur le territoire français, notamment de ma circonscription, qui ont été absolument fondamentales. Je pense à la rénovation de 2 écoles qui étaient des passoires thermiques et qui, à la rentrée, ne seront plus des passoires thermiques, ce qui leur permettra d'accueillir des élèves dans une situation bien plus favorable qu'à la rentrée dernière. Merci Charles Ordwell. Merci à vous d'être venu dans le studio.